Cette vidéo est sponsorisée par Filmoradis, ma gueule. Bonjour, je suis John Michael Advertising et aujourd'hui on va parler montage vidéo. Parce que figure-toi que j'ai le logiciel qu'il te faut pour te mettre au montage, petit James Cameron en herbe. Filmoradis, c'est un logiciel simple et intuitif, idéal pour débuter. Et attention, simple et intuitif, ça veut pas dire simpliste et basique. Dans Filmoradis, tu as évidemment accès aux fonctionnalités que tout logiciel de montage digne de ce nom propose. Des textes, des transitions, des filtres, mais tu as aussi des fonctionnalités bien plus techniques. Tu vas notamment pouvoir faire du suivi de mouvement, faire en sorte que tous tes plans soient cohérents visuellement grâce à la fonction correspondance des couleurs, et même gérer les fonds verts. T'as pas de fond vert? Pas de problème, grâce à la fonction suppression d'arrière-plan, tu vas pouvoir tricher et faire comme si t'en avais un. En seulement quelques clics, tu pourras détacher un sujet de son arrière-plan et l'incruster où tu veux. Tu pourras même utiliser cette fonction pour créer des vignettes par exemple. C'est pas génial ça? Et si jamais t'as besoin d'aide pour la prise en main, tu trouveras une tonne de tutoriels sur la chaîne YouTube de Wondershare. Bref, que tu sois débutant ou confirmé, Filmoradis c'est le logiciel de montage qu'il te faut. Et en ce moment, on te propose une offre spéciale pour Noël. Jusqu'au 31 décembre, tu vas pouvoir profiter d'une réduction de 30% sur le logiciel, alors t'as aucune raison de pas te lancer. Clique sur le lien dans la description pour en savoir plus. De rien ma gueule, et joyeux Noël! Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et on est en pleine période de Noël. Au cas où ce serait pas assez explicite. Du coup, pourquoi ne pas parler d'un classique du genre? Aujourd'hui, on va donc se pencher sur Maman j'ai raté l'avion. C'est parti! Avant toute chose, on va rapidement présenter John Hughes. John Hughes, qui, quand, où et pourquoi, c'est tout de suite. John Hughes était un scénariste et réalisateur particulièrement prolifique dans les années 80. On lui donne notamment Breakfast Club, Une créature de rêve et La folle journée de Ferris Bueller. Pour résumer, Hughes, c'était un petit peu le taulier de la comédie pour ados. En 1989, il écrit et réalise L'Oncle Buck, une comédie avec John Candy, acteur comique de légende, et dans laquelle ce dernier partage notamment l'affiche avec Macaulay Culkin, un tout jeune acteur qui dispose de plus d'une corde à son arc puisqu'il est également danseur de ballet. Sur le tournage, le courant passe bien entre Hughes et Culkin, qu'il trouve particulièrement talentueux, et il se dit qu'un rôle de premier plan lui irait sans doute comme un gant. Quelque temps après le tournage, alors que Hughes s'apprête à partir en vacances en Europe avec sa famille, il décide de faire une liste de choses à ne pas oublier. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Il pense alors, je ferais bien de ne pas oublier mes enfants déjà. Et là, c'est la révélation. Il se met alors à réfléchir. Et si mon fils de 10 ans se retrouvait seul à la maison? Que ferait-il? Une idée en entraînant une autre, le scénariste laisse tomber sa liste et se met à prendre des notes. 8 pages de notes pour être précis. De quoi aurait peur un enfant seul à la maison? De cambrioleurs évidemment. Petit à petit, une histoire commence à prendre forme dans son esprit. Et environ 2 semaines plus tard, ces 8 pages de notes se sont transformées en un script, Home Alone, qu'on peut traduire par Seul à la maison ou Maman j'ai raté l'avion. Après tout, pourquoi pas? Le script de sa prochaine comédie? Eh ben pas forcément. Il la produira, ça c'est sûr, mais il a quelqu'un d'autre en tête pour la mettre en scène. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Chris Columbus, autre scénariste culte des années 80. Les Gremlins, les Goonies, Young Sherlock Holmes, autant de films qui ont bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. Sauf que Columbus, il avait d'autres ambitions et ne voulait pas passer sa carrière à écrire des films. Il voulait passer à la réalisation. En 1987, il réalise donc la comédie Nuit de folie, puis Heartbreak Hotel en 1988, qui fait un énorme bide. Les aléas du métier, comme on dit. Un peu triste, hein, on peut le comprendre, Columbus se console toutefois lorsqu'il reçoit un script de comédie de Noël signé John Hughes, National Lampoon's Christmas Vacation. Traduit en français par Le sapin à les boules. Ah, on ose tout en France, hein. Columbus, qui adore Noël, est hyper chaud pour le réaliser, mais alors qu'il entame le tournage, ça se passe mal. Chevy Chase, l'acteur principal, fait sa diva et se comporte comme un connard vis-à-vis de Columbus, qu'il traite comme un moins que rien sous prétexte qu'il est un réalisateur débutant. Excédé, Columbus fait part de sa détresse à Hughes, également producteur sur le projet, et celui-ci l'encourage à laisser tomber. Alors là du coup, Columbus est plus que dépité, hein, il est au fond du trou le pauvre gars. Il se voit même retourner à l'écriture et abandonner pour de bon ses ambitions de mise en scène, mais c'est alors qu'il reçoit 2 scripts signés John Hughes, celui de Rich the Rock et évidemment celui de Home Alone, dans lequel le jeune Kevin McAllister, malencontreusement oublié par ses parents partis en voyage en Europe, se voit contraint de faire face à 2 cambrioleurs, le tout pendant la période de Noël. Columbus tombe alors sous le charme du script de Home Alone qu'il voit comme une seconde chance. Une seconde chance de montrer ce dont il est capable en tant que réalisateur, et une seconde chance de réaliser une comédie sur Noël, sa période préférée de l'année. Ceci dit, s'il adore le script de son ami, le scénariste en lui ne peut s'empêcher d'apporter diverses suggestions. Il décide donc de procéder à des corrections, aux grandes dames de Hughes, qui n'apprécie pas particulièrement la manœuvre. On a sa petite fierté. Le réalisateur décide donc d'insister un peu plus sur l'aspect esprit de Noël du script, quitte à l'assagir un peu. Pour ce faire, il crée le personnage de Marley, un vieil homme qui aura de grandes répercussions sur la dimension émotionnelle de l'histoire. Ainsi, pendant quelques temps, le script fait des va-et-vient entre Columbus et Hughes, jusqu'à ce que les 2 hommes en soient pleinement satisfaits. Ceci fait, Hughes conclut un deal avec la Warner qui accepte de financer le film à hauteur de 10 millions de dollars. Un budget honnête pour une comédie sans prétention. Pour la Warner, c'était ça Maman j'ai raté l'avion. Rien de plus qu'un petit film familial mené par un enfant. Autrement dit, pas un film qui allait leur remplir les poches. La pré-production peut enfin démarrer, et donc la phase de casting. Et si Hughes avait écrit le film en ayant Macaulay Culkin en tête dans le rôle principal, Columbus décide tout de même de procéder à un casting par acquis de conscience. Et c'est ainsi qu'après avoir auditionné plus de 200 enfants et vu quasi autant d'essais vidéo, il décide de faire venir Culkin pour lui faire une lecture. Face au résultat, Columbus admet alors ce que Hughes savait depuis le début, Culkin est parfait et obtient donc le rôle.
Quant à son petit frère, Kieran Culkin, il est engagé pour incarner Fuller, le cousin de Kevin. Et en ce qui concerne les deux cambrioleurs, les antagonistes du film, la production envisage de nombreux acteurs. Pour incarner Harry, le cerveau, il pense à Jon Lovitz et même Robert De Niro, Columbus étant un grand fan de Raging Bull. Pourtant, ce n'est pas la vedette de Raging Bull qui obtient le rôle, mais son partenaire Joe Pesci. Et concernant son acolyte, Marvin, c'est Daniel Stern qui est engagé. On lui parle alors de 6 semaines de travail. Sauf que quelques temps plus tard, il est finalement question de 8 semaines. Stern demande alors si sa paye sera revue en conséquence, et le budget étant assez serré, sa demande est refusée. Du coup Stern s'en va et c'est Daniel Roebuck qui le remplace. Du côté de l'équipe technique, Columbus fait appel à quelques-uns de ses collaborateurs sur Heartbreak Hotel, notamment le directeur artistique John Muto et le monteur Raja Gosnell. Car Columbus, il est pas du genre rancunier. John Hughes n'étant pas un grand fan des studios, il veut que le film se tourne loin d'eux histoire de conserver le maximum de contrôle créatif. Petit rebelle. Naturellement, l'équipe est enthousiaste à cette idée qui implique qu'ils vont pouvoir tourner le film dans leur coin sans personne pour les brider. La production installe donc ses bureaux à Chicago, au sein du lycée désaffecté de New Trier qui avait d'ailleurs servi de décor pour quelques scènes de l'oncle Buck. L'équipe des repérages se met alors en quête de la maison des McAllister. Et cette maison doit répondre à plusieurs critères essentiels qui ne vont pas faciliter les recherches. Elle doit être aussi chaleureuse qu'inquiétante, si ça a un sens, disposer d'un arbre dans l'arrière-cour, de beaucoup de fenêtres et être tout simplement intéressante visuellement. Et c'est au bout de 2 semaines de recherche qu'ils finissent par tomber sur la maison parfaite. Sauf qu'elle ne servira que pour les extérieurs. Étant donné qu'il serait difficile de faire tenir toute l'équipe technique et les acteurs pour filmer les diverses séquences complexes prévues par le script, il était donc prévu de concevoir l'intérieur de la maison sur un grand plateau. Et comme à Chicago il n'y a pas vraiment de grand plateau de cinéma, l'équipe artistique allait bâtir cet immense décor au sein du gymnase du lycée New Trier. Ils se mettent donc à l'œuvre, mais le truc, c'est que ça commence à coûter cher tout ça. Et le budget de 10 millions de dollars alloué par la Warner commence à être un peu ric-rac. Après avoir consciencieusement fait ses comptes, John Hughes part voir le studio et annonce que le film aura un dépassement de budget de près de 5 millions de dollars. Là, la Warner est pas franchement ravie et décide de profiter des vacances de fin d'année pour réfléchir. Sauf qu'à la reprise, on n'est pas plus avancé. Du coup, le studio met la production en pause pour continuer de réfléchir, ce alors que le tournage est censé débuter quelques semaines plus tard. Autrement dit, ça pue du cul mais genre sévère. L'équipe attend sagement, faut dire qu'ils ont pas trop le choix les pauvres, et le verdict finit par tomber. Le studio accepte de fournir une rallonge de 3,5 millions de dollars, ce qui ferait passer le budget de 10 à 13,5 millions de dollars. Oui, le calcul mental, c'est un petit peu mon péché mignon. Sauf que 13,5 millions de dollars, c'est toujours pas suffisant. L'équipe aurait besoin de 14,7 millions très exactement. Hughes part donc négocier, mais le dialogue tourne rapidement à la dispute. Et alors qu'il tente tant bien que mal de résoudre ses soucis budgétaires, Hughes va déjeuner avec son ami Tom Jacobson, producteur exécutif chez la 20th Century Fox, et son patron Joe Ross, le président de la Fox. Et forcément, ça se met à parler boulot. Les deux gars de la Fox lui demandent alors des nouvelles du projet Home Alone, et Hughes leur fait part de ses déboires avec la Warner. Curieux, Jacobson et Ross l'interrogent sur l'histoire du film, que Hughes leur dévoile. Les deux hommes tombent à leur tour sous le charme de cette histoire, et Joe Ross déclare que s'il avait un projet pareil entre les mains, il débloquerait sans problème les fonds demandés par Hughes. Et ça, il fallait pas le dire 2 fois. Hughes sentant le vent tourner du côté de la Warner, il réalise que la Fox pourrait être un excellent plan de secours. Il fait alors passer un manuscrit de son script de façon totalement illégale au studio, et se met d'accord avec ce dernier. Si la Warner mettait fin au projet, la Fox serait là pour le relancer immédiatement. Et quelques jours plus tard, la nouvelle tombe, la Warner se retire de l'équation. Hop, fini. La Fox entre alors en scène et fait passer le budget à 18 millions de dollars. Ah ouais, ils se foutent pas de la gueule du monde à la Fox. Le travail pouvait donc reprendre, et le 14 février 1990, le tournage put enfin démarrer. Ceci dit, il démarra pas de façon hyper sereine, car l'équipe était inquiète. Inquiète de ne pas avoir de neige. En effet, Columbus y tenait particulièrement, notamment pour l'un des plans de la scène finale. Et malheureusement, à ce moment-là, il faisait beau et chaud à Chicago. Autant dire que la neige n'était pas au programme. Et pourtant, dès le 2e jour de tournage, elle tomba à flot. Car l'esprit de Noël était présent. Ce qui permit donc à l'équipe de mettre en boîte un des plans majeurs du film, et ce dès le début des prises de vue. Sauf que la neige, bah ça fond. Pour le reste du tournage, l'équipe dut donc utiliser de la fausse neige à base de flocons de pommes de terre qui finissaient par pourrir et dégager une odeur nauséabonde au bout de quelques jours. L'esprit de Noël exige parfois des concessions. Du coup, le tournage démarre en trombe, mais quelque chose ne va pas. Et ce quelque chose, c'est Daniel Roebuck, l'interprète de Marvin. Le problème étant qu'aucune alchimie n'opère entre lui et son binôme Joe Pesci. Leur duo ne fonctionne tout simplement pas. L'équipe le sent, Joe Pesci le sent et Chris Columbus le sent. Il faut le remplacer. Le réalisateur recontacte alors Daniel Stern, son premier choix, et maintenant qu'ils ont le budget nécessaire pour augmenter son cachet, l'acteur reprend le rôle sans se faire prier, et pour le plus grand plaisir de Joe Pesci, dont il est ami depuis leur collaboration sur le téléfilm I'm Dancing as Fast as I Can. Et en ce qui concerne la partie juvénile du casting, les choses se passent bien. En effet, Columbus sait y faire avec les enfants et s'entend extrêmement bien avec sa jeune vedette Macaulay Culkin qui porte le film sur ses frêles épaules. Cependant, avoir un enfant comme acteur principal a tout de même apporté son lot de difficultés. En effet, il était impossible de faire travailler Culkin plus tard que 21h, ce qui implique que pour les tournages de nuit, tous ses plans devaient être tournés en premier, histoire de pouvoir le libérer à l'heure. Et pour les scènes impliquant d'autres personnages interagissant avec Kevin, Columbus s'est arrangé niveau placement pour séparer le jeune acteur du reste du groupe, histoire de pouvoir mettre en boîte les plans des autres acteurs sans problème malgré son absence. Et c'était d'autant plus intelligent que cette approche a servi le film car elle a participé à isoler le personnage du reste de sa famille, accentuant de fait sa solitude.
La fameuse posture de Macaulay Culkin sur l'affiche du film a en réalité été improvisée par l'acteur. En effet, lors du tournage de la scène où Kevin se met de l'après-rasage, il était bien censé mettre la lotion sur ses joues et crier, mais sans laisser ses mains sur son visage. Mais le jeune acteur a préféré jouer la scène de cette façon, créant par là même une image purement iconique. Mais curieusement, ce ne sont pas les enfants qui vont poser le plus de problèmes sur le tournage de Maman, j'ai raté l'avion. Non, le plus turbulent de tous, c'était Joe Pesci. En effet, Pesci n'a pas la réputation d'être un acteur particulièrement facile, et l'équipe va en faire les frais. Il se plaindra notamment de ses répliques, qu'il juge indignes d'un acteur de sa trempe, mais aussi du fait qu'un enfant était la star, ce que l'oscarisé Joe Pesci avait du mal à avaler. Mais le pire, c'était ses horaires de travail. Il faut savoir que Pesci, il a ses petites habitudes. Et on rigole pas avec ça. Parmi elles, une partie de golf avant d'aller bosser. Le problème, c'est qu'il était censé être sur le plateau dès 7h du matin, ce qui était beaucoup trop tôt, et l'empêchait donc de s'adonner à son sport favori. Et c'est ainsi qu'après avoir piqué une crise auprès d'un producteur et du second assistant réalisateur, son planning fut aménagé pour qu'il puisse arriver sur le plateau à 9h. Capricieux le Pesci. L'autre aspect du film qui lui posait problème, c'était le langage. L'acteur avait en effet énormément de mal à ne pas jurer, et Maman j'ai raté l'avion étant un film destiné à un public familial, il ne pouvait pas se permettre de sortir des fucks à tire-larigot comme il en avait l'habitude, et ça lui piquait méchamment. Du coup, à défaut de pouvoir jurer, il inventa un langage à base de charabia qu'il utiliserait pour exprimer les accès de colère de son personnage. On se défoule comme on peut. Au milieu du tournage, l'équipe accueille John Candy qui a accepté de tourner un caméo pour rendre service à son ami John Hughes. Il sera donc présent pour une seule journée de tournage le temps de filmer ces deux scènes. Une journée de tournage qui durera tout de même près de 24 heures et pendant laquelle il passera le plus clair de son temps à improviser ses répliques avec Catherine O'Hara, l'interprète de la mère de Kevin. Le tournage allait ensuite passer aux choses sérieuses lors de la mise en boîte de nombreuses cascades périlleuses où les personnages incarnés par Joe Pesci et Daniel Stern tombent dans les pièges concoctés par Kevin. Et pour se préparer à filmer ces différentes cascades, concevoir les plans et imaginer la façon dont ils allaient se répondre une fois montés, le directeur de la photographie Julio Macat a regardé et étudié de vieux cartoons. C'est ça son taf? Il se fait pas chier le gars. En effet, ces cartoons contenant pas mal de cascades en tout genre comprenant toutes sortes de glissades, chutes, chocs et explosions, ils lui serviront de référence pour imaginer la dynamique générale de ces séquences. Bien évidemment, au moment du tournage, ce sont les cascadeurs qui sont mis à contribution. Au programme, d'impressionnantes chutes sur le dos, un fer à repasser en pleine tronche, un crâne en feu et des coups de pelle. Autant dire que le coordinateur des cascades Freddy Heiss s'est fait plaisir, de même que les cascadeurs eux-mêmes, qui prenaient carrément leurs pieds. Chacun ses petits moments de bonheur, hein. Columbus souhaitait que les cascades soient aussi violentes et réalistes que possible. De son point de vue, plus elles auraient l'air crédibles et plus elles seraient percutantes et donc drôles. Il comparait ça à un film d'horreur. Dans un film d'horreur, si on parvient à mettre en place un contexte réaliste, l'horreur n'en sera que plus terrifiante. Pour lui, c'est la même chose avec la comédie. Si on y croit, les gags feront mouche. Sauf qu'au moment de tourner, le réalisateur ne faisait pas le malin. Pour cause, si les cascadeurs avaient passé pas mal de temps au sein du gymnase de New Trier à répéter avec des harnais de sécurité, ils durent faire 100 au moment du tournage, car ces derniers se voyaient trop à l'écran. Si cela servirait l'aspect réaliste voulu par Columbus, d'un autre côté, ça ajouta une pression supplémentaire. Si les cascades se passaient mal, il y avait véritablement de quoi se blesser gravement. Mais fort heureusement, tout se passa bien. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, des trucages furent parfois utilisés pour faciliter la tâche aux cascadeurs. Notamment lors d'une chute dans les escaliers où Léon Delaney, la doublure de Daniel Stern, n'osait pas y aller franco de peur de se blesser au niveau du dos à cause des marches. Mauviette, non je déconne, t'as raison gros, sécurité avant tout. Le truc, c'est que l'équipe tenait à ce qu'il y aille à fond et tombe rapidement pour obtenir la chute la plus drôle et percutante possible. Pour arranger le coup, l'équipe utilisa donc une planche en contreplaqué posée par terre sur les escaliers et sur laquelle les marches furent peintes. Le cascadeur put ainsi effectuer sa cascade sans se retenir, tomber et glisser au niveau des fausses marches pour un résultat parfait. Mais ça veut pas dire pour autant que Joe Pesci et Daniel Stern ne furent pas mis à contribution. Daniel Stern eut ainsi droit à la pose d'une tarentule sur son visage. Si on lui avait assuré que l'araignée serait mécanique, le jour du tournage, il apprit que cette dernière n'était pas assez crédible et qu'il devrait par conséquent jouer avec une véritable tarentule. Heureusement qu'il n'était pas arachnophobe le gars quand même, hein. Et comme c'est toujours sympa de corser un peu les choses, l'araignée était bien venimeuse car lui retirer ses crochets lui aurait été fatal. Et même si son venin n'est pas mortel pour l'homme, on peut pas dire que Stern était hyper serein au moment du tournage. Et pour la petite anecdote, le cri que Marvin pousse au moment où Kevin lui pose l'araignée sur le visage fut en réalité enregistré en post-production, car si Stern avait créé de la sorte au moment du tournage, il aurait pu faire peur à la tarentule. L'acteur dut donc se contenter de mimer l'action pour un résultat sans doute assez ridicule sur le moment. Donc on te pose une tarentule sur la gueule et en plus tu passes pour un con devant toute l'équipe. Dure journée pour Daniel Stern. Enfin, pour la toute dernière scène, l'équipe dut tourner au sein d'un sous-sol inondé. Et pour ce faire, l'équipe artistique conçut le décor au sein de la piscine du lycée New Trier. Et comme quoi, d'un lycée à un plateau de cinéma, il n'y a qu'un pas. Et c'est ainsi que le 8 mai 1990, le tournage de Maman j'ai raté l'avion s'achève. Le montage prend donc place au sein du lycée New Trier, encore et toujours, où le monteur Aja Gosnell se débattra pendant plus de 10 semaines avec les kilomètres de pellicules filmées par Columbus et son équipe. Arrive alors la question de la musique. Dans un premier temps, c'est le compositeur Bruce Broughton qui est engagé. Columbus est déjà familier de son travail, car c'est lui qui s'était chargé de la musique de Young Sherlock Holmes. Sauf que malheureusement, ce dernier devient indisponible et doit quitter le projet. Sans compositeur à bord, Columbus se met à rêver. Ce serait pas trop cool d'avoir John Williams? Tout le monde se marre, et puis... En vrai, on peut toujours lui demander, non?
Ils organisent alors une projection de leur montage au légendaire compositeur, et ce dernier se montre immédiatement enthousiaste. Il accepte donc d'en signer la musique pour le plus grand bonheur de Columbus, qui voit alors son film prendre une dimension qu'il n'imaginait pas jusqu'alors. Magnifié par la musique de Williams, sa petite comédie de Noël sans prétention pourrait bien devenir un classique du genre. Ah, Williams, c'est le patron, hein. Il est alors décidé d'organiser une projection test à Chicago qui s'avère être un grand succès. Le public semble conquis. La Fox, qui croit beaucoup au film sans forcément s'attendre au succès de l'année, lui réserve une date de sortie pour le week-end de Thanksgiving. Et c'est ainsi que le 1er novembre 1990, le film sort sur les écrans américains, précédé par des critiques pas forcément enthousiastes, notamment de la part de Siskel et Ebert, deux critiques capables de faire la pluie et le beau temps sur le paysage cinématographique américain. Et pourtant, Maman j'ai raté l'avion rapporte 17 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation. Il envoie Rocky V au tapis et se hisse à la première place du box-office, où il y reste pendant une semaine, puis 2, puis 3, etc. Le succès est aussi phénoménal qu'inattendu, et le film tiendra sa place de numéro 1 pendant pas moins de 12 semaines, rapportant plus de 285 millions de dollars sur son seul territoire, et devenant le 3e plus gros succès domestique jamais enregistré après Star Wars et E.T. En comptant les recettes à l'international, c'est près de 477 millions de dollars que le film aura rapporté. Un succès tout simplement énorme que personne n'avait vu venir, et clairement pas la Warner qui dut s'en mordre les doigts. Cerise sur le gâteau, le film eut droit à 2 nominations aux Oscars pour la meilleure musique et la meilleure chanson originale. Bref, cette petite comédie de Noël sans prétention était devenue le phénomène cinématographique de la fin d'année 90. Du coup, comment ça se fait ? Maman j'ai raté l'avion fait clairement partie de ces films que tout le monde a vu ou presque. Si c'est pas le cas, vous avez officiellement loupé votre enfance, et ça c'est triste. Déjà, il faut souligner que derrière ce film, il y a de l'ambition. Columbus ne voulait pas se contenter de réaliser une simple comédie pour enfants parmi d'autres. Il ne voulait pas non plus d'une comédie au rabais. Ce qu'il voulait en réalité, c'était faire un bon film avant tout. Un film qui plairait autant aux enfants qu'aux parents, et qui disposerait d'une certaine sophistication dans sa mise en scène, dans sa direction artistique, dans sa musique, et aussi dans son casting. Bref, c'est pas pour rien qu'ils avaient besoin d'une rallonge sur leur budget. À l'arrivée, on se retrouve avec un film qui remplit parfaitement sa mission de divertissement de Noël, tout en se démarquant fortement du reste des productions du genre. C'est vrai, autant des films de Noël il y en a en veux-tu en voilà, mais des Mamans j'ai raté l'avion, bon il y en a 6, mais en vérité il y en a qu'un. Bon 2. Ce que je veux dire, c'est que ce film a une ambiance bien à lui, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Comme pour beaucoup de classiques, on a l'impression que les étoiles se sont parfaitement alignées. Bon déjà, on va commencer par le plus évident. Ce qui fait avant tout la réussite du film, c'est bien la performance de Macaulay Culkin. Drôle, piquant et charismatique, avec cette constante lueur d'intelligence dans les yeux, le jeune acteur est tout simplement parfait, et campe un personnage auquel il est difficile de ne pas s'attacher. On avait tous envie d'être Kevin quand on était gosse. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Et ce qui est bon avec ce personnage, c'est qu'il est loin du cliché insupportable de l'enfant lisse et parfait. C'est un gamin certes plus intelligent que la moyenne, mais avec ses qualités et ses défauts, et un caractère bien trempé. Et ça on aime. Parce que ça le rend d'autant plus attachant. Il porte le film, et c'est limite si on n'aurait pas envie de zapper les scènes du côté de sa famille, qui sonnent plus comme un passage obligé qu'autre chose. Ce n'est cependant pas du tout le cas des scènes avec Harry et Marvin, les fameux casseurs-flotteurs. Petchy et Stern forment en effet un duo génial et iconique. Un cliché du genre, le grand bonnet et le petit colérique, mais qui fonctionne extrêmement bien grâce à leur alchimie naturelle. Deux personnages qu'on adore détester, et qu'on prend donc un malin plaisir à voir se faire torturer par Kevin lors de la cultissime séquence des pièges. On soulignera d'ailleurs l'inventivité de l'équipe concernant la mise en place des obstacles concoctés par Kevin. Des obstacles qui ont peut-être servi d'inspiration à Jigsaw, qui sait. Difficile en effet de bouder son plaisir face à cette séquence de torture aussi cartoonesque que réaliste. Et il faut aussi souligner le travail des cascadeurs qui se sont donnés à fond pour un résultat véritablement impressionnant et qui a fait forte impression sur toute l'industrie mine de rien. Car suite à la sortie du film, tous les producteurs de comédie voulaient des chutes à la Maman j'ai raté l'avion. Et au-delà de la bonne tranche de marade proposée par le film, on y trouve également un petit côté sinistre. Bon, c'est rien de traumatisant, hein, mais étant donné qu'on adopte le point de vue de Kevin, les peurs enfantines y tiennent une place assez importante. Le fameux film dans le film Angels with Filthy Souls a été mis en boîte en un seul jour, juste avant le début officiel du tournage. Ce fut d'ailleurs une expérience assez complexe pour Columbus, qui tenait à reproduire avec fidélité l'ambiance visuelle et sonore de ses vieux films. Et l'anecdote ne s'arrête pas là. À l'origine, la fin de Maman j'ai raté l'avion voyait Harry et Marvin regarder le film en prison, et échanger un regard alors qu'ils réalisaient que Kevin les avait bernés en utilisant ce dialogue un peu plus tôt. Ce qui aurait été selon moi une séquence assez sympa à mettre pendant le générique, mais ils ont laissé tomber l'idée. Peut-être par manque de temps. Pour adopter visuellement le point de vue de Kevin, le chef opérateur Julio Macat a utilisé divers artifices. Placer la caméra plus près du sol que d'ordinaire, utiliser de grands angles, mais aussi augmenter la puissance des lumières, arguant que les enfants ont tendance à voir les choses de manière plus amplifiée. Il fallait donc également que la maison ait l'air plus grande qu'elle ne l'était réellement. Il y a donc un véritable souci du détail, une approche visuelle réfléchie qui témoigne, comme je le disais plus tôt, d'une véritable ambition assez atypique pour ce genre de film. Et la cerise sur le gâteau, c'est bien évidemment la musique de John Williams, qui n'a pas lésiné et composé une BO bas de gamme, mais a tout donné comme à son habitude, avec pour résultat une musique d'anthologie. Pas une BO pensée spécifiquement comme une musique de comédie, mais un véritable travail de composition signé de l'un des plus grands compositeurs de musique de film. Pas mal pour une simple comédie sans prétention.
Rythmé, drôle, chaleureux et parfois percutant, Maman j'ai raté l'avion, c'est le genre de classique qui se regarde toujours avec plaisir au moment de Noël. Un film qui a laissé une marque indélébile sur le genre, souvent copié mais jamais égalé, et qui n'a finalement pas tant vieilli que ça. C'est toujours aussi efficace. Et naturellement, suite à cet impressionnant succès, la Fox a pensé à des suites. Et si le deuxième opus est plutôt sympathique malgré une formule de suite remake assez paresseuse, autant dire que les 4 autres sont pas restés dans les annales. Ouais, il y a eu 6 films Maman j'ai raté l'avion. Je vous en apprends une bonne, hein. Et à ceux qui voudraient connaître mon avis sur le récent reboot produit pour Disney+, vous pensez vraiment que je vais perdre mon temps à regarder ça? Sérieusement? Bref, une chose est sûre, c'est pas grâce à ces suites de merde que le film a perduré. Clairement pas. C'est surtout grâce au talent de son équipe, qui s'était donné pour seule et unique mission de faire un bon film. C'est quand même pas compliqué, bordel. Et si vous vous demandez à quoi pourrait bien ressembler un vrai troisième opus avec le retour de Macaulay Culkin dans son rôle mythique, Chris Columbus a la réponse. Kevin, la trentaine, a hérité de la maison de ses parents où il vit avec son fils. Mais Harry et Marvin rôdent encore et veulent prendre leur revanche. Ils veulent revenir dans cette maison et capturer le fils de Kevin. Ça n'arrivera clairement jamais, mais c'est bel et bien le pitch du réalisateur. De rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Noël, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous vous sentez généreux, et quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine, salut!